Mesdames, Messieurs, aussitôt après les attentats qui ont frappé Paris le 13 novembre dernier, le Président de la République et le Premier ministre ont décrété l'état d'urgence sur l'ensemble du territoire national. Il est de ma responsabilité de ministre de l'Intérieur d'en rappeler devant vous les objectifs, les modalités d'application et de vous apporter des informations précises sur les résultats obtenus et les perspectives pour les prochains jours. L'état d'urgence s'imposait. Il s'impose toujours. Et la représentation nationale doit être remerciée pour en avoir approuvé le principe dans son immense majorité. L'objectif de l'état d'urgence est clair: garantir l'ordre public, prévenir et donc empêcher tout acte terroriste ou violent de nature à troubler cet ordre public, dans un contexte de menace terroriste qui demeure très élevé et dont chaque Français est parfaitement conscient, mais aussi d'éviter tout trouble à l'ordre public dans le contexte exceptionnel de l'accueil de l'événement d'ampleur mondiale qu'est la COP 21. C'est le terrorisme qui menace les libertés aujourd'hui, ce n'est pas l'état d'urgence. Je le répète, l'état d'urgence ne signifie en rien l'abandon de l'état de droit. Nous combattons le terrorisme et nous le vaincrons avec les armes de la République, de la démocratie, avec la force de nos valeurs, de nos principes républicains, de nos principes de droit. Nos forces de police et de gendarmerie, notre administration, agissent dans ces circonstances dans le respect rigoureux du droit et des procédures. Et je tiens à leur rendre ici hommage, en plus du courage, de la lucidité et du discernement dont les forces de sécurité intérieure font preuve tous les jours pour assurer la sécurité des Français en exposant la vie souvent des policiers et des gendarmes. Je rappelle que l'état d'urgence est fondé sur la loi du 3 avril 1955. Il a été déclaré sur l'ensemble du territoire métropolitain à compter du 14 novembre, a été étendu à compter du 19 novembre aux collectivités d'outre-mer. Il a été prorogé pour 3 mois, à compter du 26 novembre, par la loi du 20 novembre, qui a également permis d'introduire le contrôle parlementaire des mesures mises en œuvre à cette occasion. Les mesures exceptionnelles autorisées par l'état d'urgence ont permis à ce jour les résultats suivants. Nous avons procédé à 2235 perquisitions depuis le début de l'état d'urgence. Ces perquisitions ont permis 263 interpellations qui ont conduit à 232 gardes à vue et à l'ouverture de 346 procédures judiciaires. 334 armes ont été saisies, dont 145 armes longues et 34 armes de guerre. 165 découvertes de stupéfiants ont eu lieu. En 15 jours, nous avons donc saisi un tiers du volume des armes de guerre habituellement récupérées en une année. Ces perquisitions permettent également des recueils d'informations utiles dans le cadre de notre action de lutte contre la radicalisation violente et les filières terroristes. Je rappelle que j'ai adressé une circulaire très claire au préfet, rappelant les conditions de droit strictes dans lesquelles ces perquisitions doivent s'appliquer. Par ailleurs, 330 assignations à résidence ont été prononcées à l'égard d'individus suivis par les services de renseignement, essentiellement pour des activités en lien avec la mouvance islamiste radicale. Comme je l'ai déjà indiqué, 26 assignations limitées à la durée de la COP 21 concernent des personnes connues des services de police pour leur participation antérieure à des manifestations violentes ayant gravement troublé l'ordre public. Toutes ces assignations peuvent bien entendu faire l'objet d'un recours de la part des personnes concernées. À cette heure, 13 requêtes ont été adressées aux tribunaux administratifs. Toutes ces requêtes ont été rejetées, les tribunaux administratifs considérant que l'État s'était à tout moment conformé rigoureusement aux principes de droit qui s'imposent à lui. C'est un élément supplémentaire qui démontre que, contrairement à certaines allégations inexactes,
entendues et parfois répétées, ces assignations à résidence étaient parfaitement justifiées et fondées sur des éléments solides en droit. En plus de ces actions déterminées, des opérations sont menées contre les prêcheurs de haine, imams autoproclamés et pseudo-associations cultuelles ou culturelles appelant elles-mêmes à la violence et à la haine. C'est ainsi que 2 mosquées ont été fermées la semaine dernière, à Lyon et à Gennevilliers, pour radicalisation islamiste, ainsi que plusieurs salles de prière clandestines. Je vous annonce aujourd'hui qu'une 3e fermeture est intervenue, celle de la mosquée de Lagny. En effet, ce matin, une importante opération de police menée dès 5h30 a permis la perquisition et la fermeture de la mosquée de Lagny-sur-Marne, en Seine-et-Marne. Elle a d'ores et déjà conduit à la notification de 22 interdictions de sortie du territoire, en application de la loi antiterroriste du 13 novembre 2014, qui a institué, je le rappelle, cette mesure indispensable. Elle a également conduit à 9 mesures d'assignation à résidence d'individus radicalisés. Un arrêté préfectoral de la salle de prière sur le fondement de l'article 8 de la loi du 3 avril 1955 modifiée a été pris. La fermeture est prévue jusqu'à la fin de l'état d'urgence au moins. En outre, ont été découverts lors de perquisitions chez les dirigeants de la mosquée un revolver 9 mm chez un individu qui a aussitôt été placé en garde à vue, une école coranique non déclarée, un disque dur dissimulé, divers documents sur le djihad et une assurance vie souscrite en 2012. 10 ordinateurs ont été trouvés chez le président de l'une des 3 pseudo-associations cultuelles concernées. Les perquisitions se sont déroulées dans les conditions prévues par la loi. Cette opération conduira également à la dissolution définitive en Conseil des ministres et dans les meilleurs délais des 3 associations pseudo-cultuelles concernées. Je précise que de telles mesures de fermeture de mosquées pour motif de radicalisation, j'insiste bien pour motif de radicalisation, n'avaient jamais été prises auparavant par aucun gouvernement, y compris en 2005, pendant l'état d'urgence. J'en viens maintenant aux manifestations. Je rappelle que l'état d'urgence est une protection qui nous permet d'agir dans un cadre de droit pour que l'ordre public soit garanti. Il ne vise en aucun cas à empêcher les mobilisations citoyennes ou sociales dont les attentes et revendications doivent bien entendu pouvoir s'exprimer pleinement. C'est le sens des instructions que j'ai données au préfet afin que les rassemblements puissent se tenir dès lors que les conditions de leur déroulement pacifique sont garanties. C'est ainsi que 60 rassemblements ont réuni samedi et dimanche dernier des milliers de nos concitoyens partout en France dans le cadre de la mobilisation autour de la COP 21. L'interdiction de manifester, qui avait une portée générale, liée à la mobilisation totale des forces de l'ordre dans le contexte précis du lancement de la COP et de l'accueil simultané à Paris de 40 000 délégués, observateurs et journalistes accrédités, ainsi que de plus de 150 chefs d'État et de gouvernement, cette interdiction générale a été, comme prévu, levée lundi soir à minuit. Le préfet de police a repris hier une interdiction qui court jusqu'au 13 décembre, date de la fin de la COP, mais qui ne concerne que des secteurs spécifiques qui accueillent la conférence elle-même ou des événements qui lui sont liés, le Bourget, les communes avoisinantes, les Champs-Élysées à Paris, la Concorde et les abords du Grand Palais. Partout ailleurs, le régime de droit commun, celui de la déclaration en préfecture, prévaut donc de nouveau. Conformément à ce régime de droit commun, les préfets pourront prendre des décisions d'interdiction ponctuelles dans le cas où les conditions de garantie de l'ordre public ne seraient pas réunies. Enfin, je tiens à terminer mon intervention en insistant sur le contrôle qui doit être fait de l'action que nous conduisons dans le cadre de l'état d'urgence. Ce contrôle
J'y tiens personnellement et j'ai mis l'administration placée sous ma responsabilité en situation de communiquer à ceux qui l'exercent, notamment le Parlement, l'ensemble des éléments dont ils souhaitent disposer. Il y a à cet effet plusieurs niveaux de contrôle. En premier lieu, un contrôle interne. J'ai transmis des consignes extrêmement strictes pour que les perquisitions administratives et les décisions individuelles soient garantes des principes de l'État de droit et protectrices du lien entre la population et la police, lien auquel je suis particulièrement attaché. En second lieu, il y a un contrôle juridictionnel. J'ai souhaité que la loi sur l'état d'urgence prévoie toutes les voies de recours à cet effet et j'ai déjà évoqué les recours devant les tribunaux administratifs. 11 recours au fond sont en cours d'examen par les tribunaux administratifs. 2 référés liberté ont été présentés en raison de décisions d'interdiction de manifester. Ils ont tous les 2 été rejetés par les juges des tribunaux de Meurthe-et-Moselle et de Paris. Enfin, il y a le contrôle parlementaire, et j'ai rencontré ce matin Jean-Jacques Urvoas et Michel Mercier à cet effet. Et je vous confirme ce que a exprimé à plusieurs reprises le président Urvoas. Nous allons mettre en place un contrôle absolument inédit de l'ensemble des mesures prises dans le cadre de l'état d'urgence, puisqu'un bilan quotidien sera transmis aux parlementaires de la majorité comme de l'opposition, Jean-Jacques Urvoas et Jean-Frédéric Poisson à l'Assemblée nationale, Michel Mercier et Philippe Bas au Sénat, et nous répondrons à toutes les demandes sur les décisions prises dans le cadre de l'état d'urgence. Nous avons déjà commencé à le faire, car je ne veux aucune occultation et j'organise ici, dans la maison, à l'égard du Parlement, la transparence la plus grande. Mon administration s'est organisée pour coopérer le plus efficacement possible, avec le souci permanent du devoir de vérité qui anime le ministère dont j'ai la responsabilité. J'ai mobilisé des moyens à cet effet, puisqu'un préfet, François Ambrogiani, qui travaille auprès de mon cabinet, assurera la transmission en continu de l'information demandée par les parlementaires. Par ailleurs, comme l'a souhaité le Premier ministre, je rencontrerai régulièrement les parlementaires de l'ensemble des groupes pour répondre à l'ensemble de leurs questions. Les Français font confiance à l'État pour surmonter la crise terroriste à laquelle notre pays est confronté. Le devoir de loyauté vis-à-vis de cette confiance exige que nous soyons d'une extrême rigueur. C'est le discours que j'ai tenu ce matin au président Urvoas et à Michel Mercier, et je m'y conformerai au cours des prochaines semaines rigoureusement, parce que c'est la conception que nous nous faisons de l'état de droit. L'état de droit n'est pas un état de faiblesse face à la menace terroriste. C'est une force sur laquelle nous nous appuyons pour neutraliser les terroristes qui menacent nos concitoyens. Mesdames et messieurs, je veux le redire solennellement, nous vaincrons le terrorisme, mais nous le vaincrons avec toutes les armes de la République, toute la République et rien que la République. Je vous remercie.